Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'on se parle assez? Docteur Sacomano. Non, sûrement pas. C'est très cloisonné encore. On a parlé tout à l'heure surtout du libéral. Déjà, le libéral est compliqué. Donc, si on rajoute en plus du libéral la vision hospitalière, la culture différente de gestion des patients, non, on se parle sûrement pas assez. Mais les outils, on va en parler, vont probablement permettre cette discussion plus aisée. Alors les outils, on va en parler, ça va permettre une discussion plus aisée et puis peut-être un dialogue facilité, mais on a vu avec la première table ronde que les outils, ça ne faisait pas tout. On a vu en fait avec la première table ronde qu'il y avait les hommes, hein, en premier. Les hommes, quand on dit les hommes, c'est les hommes et les femmes, on ne voulait pas. Hein. D'accord. Je crois qu'au-delà des outils, il y a effectivement ces modes d'exercice qui se mettent en place. Ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises ce matin, mais les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont des structures qui vont avoir à organiser l'offre de soins sur le territoire vont être amenées à réfléchir justement comment faire agir tous les acteurs du même territoire, que ce soit les hôpitaux, les établissements privés, que ce soit le sanitaire, le social, le médico-social. Et je pense que dans ce cadre-là, on voit des discussions qui commencent vraiment à s'ouvrir entre les directeurs d'hôpitaux pour finalement aussi essayer de repérer dans chacun des secteurs finalement ce qui marche le mieux pour le mettre en avant et l'utiliser au service de tout le monde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit horizon, un tour d'horizon de ce que vous faites les uns et les autres, et puis ça va nous servir de terreau pour commencer cette discussion. Honneur aux femmes. On va démarrer avec vous, docteur Anne Cresson. Si j'ai bien compris, vous travaillez sur un système de prévalidation des chimios. Il y a plusieurs choses. En fait, le hors-les-murs, c'est le lien entre les patients qui ne sont pas traités dans l'hôpital. Donc avant, les patients, moi je suis dans un centre anticancéreux avec Pauline, c'est pour les patients qui ont un cancer, ils faisaient leur chimiothérapie en hospitalisation dans l'hôpital, dans la structure. Maintenant, les chimiothérapies intraveineuses sont faites le plus souvent en ambulatoire, donc le patient fait sa chimio, il rentre chez lui, et en plus on développe de plus en plus des thérapies péros, c'est-à-dire en comprimé. Donc le patient va carrément les prendre tout seul chez lui. Alors ça a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour le patient, c'est le cas, parce qu'il peut rentrer chez lui, ça c'est bien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand il est seul chez lui au retour, comment il va gérer les effets secondaires, quel lien il va garder avec nous, et quand en plus il doit prendre tout seul ses comprimés à la maison, est-ce qu'il va bien les prendre, est-ce qu'il ne va pas se tromper, et finalement c'est beaucoup plus lourd de faire des traitements chez soi, ou en partie chez soi, que de les faire à l'hôpital. Donc nous on essaye par le hors-les-murs, on a plusieurs choses. Il y a la consultation d'annonce qui fait partie du hors-les-murs, donc des infirmières vont réexpliquer au patient sa maladie et ses traitements. On a ensuite, ce que vous disiez, c'est la validation anticipée des chimiothérapies en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient, on ne va pas le faire venir à l'hôpital si son traitement ne peut pas être réalisé, et puis on va essayer de savoir en amont s'il y a eu des problèmes et pas le laisser tout seul chez lui. Et la troisième partie, c'est le suivi des thérapies orales. Donc on a des infirmières qui créent un lien, donc nous, médecins, on voit le patient, si tout va bien, tous les 3 mois à peu près, et au milieu, selon les protocoles, les infirmières prennent des contacts avec lui. Donc ça, c'est la structure actuelle, et c'est des communications téléphoniques, ce lien ville-hôpital, et nos infirmières prennent aussi contact, ça se développe de plus en plus, avec le médecin traitant, en lui envoyant la fiche du protocole, en lui donnant les effets secondaires à surveiller, etc. C'est au début, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors nous, on veut aller un petit peu plus loin, et il y a déjà une application numérique, et après je passerai la parole à Pauline, qui est utilisée au centre pour les patients qui ont été opérés et qui rentrent chez eux. Nous, on veut l'utiliser aussi pour valider ces traitements intraveineux en amont et suivre les traitements comprimés à domicile. C'est-à-dire que le patient aura l'application numérique. Si tout va bien, il répondra à des questions qu'on lui pose, il peut nous faire passer des documents, et à ce moment-là, le traitement est validé, il peut venir, ou on lui dit de continuer ses comprimés. Si quelque chose ne va pas, là, l'infirmière prend un contact avec lui, et selon ce qui ne va pas, ça peut être le médecin qui prend contact ou qui le voit en amont. Donc gagner du temps. Après, sur l'application elle-même, je ne sais pas si Pauline... Alors, attendez, avant de passer à l'application, gagner du temps, si j'ai bien compris, donc gagner du temps dans le suivi, gagner du temps dans la prise en charge des effets secondaires, pas attendre que les situations évoluent, voire dégénèrent. Gagner du temps aussi quand le malade vient à l'hôpital, il vient prendre sa chimio, il n'a plus à attendre. Alors tout à fait. Avant, au tout début, le patient il faisait sa prise de sang à l'hôpital, il attendait le résultat, il était vu par un médecin, et si ça allait, il faisait le traitement. 5 heures d'attente. Oui.
Ça, c'est Ce qui est lourd déjà quand on c'est est plus fatigué. supportable. Quand on fait un traitement une fois par semaine, bon, il n'y a peut-être pas la prise de sang, mais l'attente d'être vu par le médecin, qui est la période la plus longue, c'est pas possible. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on récupère en amont, si besoin, les prises de sang. En amont, on check les effets secondaires. Et si tout va bien, quand il arrive, le produit est là et on peut brancher le patient. Alors là, on veut perfectionner. Si tout va bien, parce que... S'il n'y a pas d'effet secondaire, que la chimiothérapie est très bien tolérée, on peut d'emblée commencer le traitement. Là où on veut améliorer les choses, c'est que pour l'instant, quand tout va bien, le patient vient faire son traitement, mais s'il y a un effet secondaire, pour l'instant, où on le résout en amont quand c'est envoyé une ordonnance, ou quand on a un doute, on fait venir le patient et il est vu par le médecin, ce qui embouteille l'hôpital de jour et qui ne nous semble pas très efficient. Donc ça, on est en train de travailler dessus pour qu'il y ait, alors on réfléchit sur la téléconsultation, sur des choses comme ça, pour qu'éventuellement une consultation soit faite au préalable, donc d'abord par l'infirmière, puis si besoin par le médecin, pour anticiper, et si le patient n'a pas besoin de venir, qu'on décale le traitement, ou que tout soit fait en amont. Qu'ils ne viennent pas simplement pour être examinés dans un hôpital de jour qui est fait pour recevoir des patients qui vont être traités. Alors, si j'ai bien compris, maintenant on va se tourner vers l'informaticienne. Tout ça, c'est quelque chose qui a été développé à partir d'un cas d'usage, donc à partir d'un besoin que vous avez ressenti pour le patient et puis pour le meilleur fonctionnement de votre service. Donc on part d'un cas d'usage et ensuite on demande à des informaticiens de développer le truc, et pas comme souvent on le voit dans des solutions qu'on vous propose, c'est-à-dire c'est des ingénieurs qui ont développé quelque chose et on vous dit ça c'est bien ce serait bien d'utiliser. Ça a été votre démarche, c'est ça, vous êtes parti d'un cas d'usage? Oui, absolument. C'est vraiment à partir du cas d'usage que nous on développe au mieux, et justement parce qu'on va permettre de mettre des alertes, et donc le but c'est de pouvoir générer les bonnes alertes et les bonnes personnes en face qui vont traiter les alertes, que ce soit alors, côté... Plusieurs questions, on va structurer. Combien de temps pour développer ça? Combien d'argent aussi? Et puis concrètement, comment ça marche? Alors, combien de temps? Pour l'instant, on en est au début, puisqu'on a démarré par la chirurgie. Donc, pour avoir un exemple concret sur la chirurgie, où on a mis en place des parcours de soins pour le retour à domicile, il a fallu 3 mois de mise en place, avec un investissement. Nous, on est sur un outil avec un abonnement annuel. Donc, on a un abonnement annuel qui est d'environ une trentaine d'euros en fonction du nombre de patients qu'on inclut. Donc voilà, sur la volumétrie. Après, donc sur les... 30 euros par patient, c'est ça? Oui. Mais non, de façon générale. On est sur, là, on est sur un abonnement général, donc, au niveau de l'établissement. Pour la chirurgie, absolument. Maintenant, on... Que l'établissement, que je comprends bien, paie 30 euros par an. Par mois. Ça, par mois. Donc ça, c'était la première partie de la Ah, d'accord. Maintenant arrive Maintenant, des prix beaucoup plus importants. Voilà, on est sur la réflexion pour démarrer du coup au niveau de l'hôpital de jour. Donc avec Anne, on est sur la réflexion justement de comment bien gérer, s'assurer que le patient est, comme là on va être sur vraiment de la validation de la chimiothérapie, c'est de s'assurer déjà que le patient sait utiliser un outil numérique. Donc on est en train de mettre en place des questionnaires pour s'assurer que le patient est autonome à la gestion d'un outil numérique et qu'il ne va pas venir nous saisir n'importe quoi, en tout cas qu'il n'a pas conscience que ça aura derrière un impact sur sa prise en charge. Donc on est sur cette première étape, et en parallèle on est sur la réflexion et des parcours de soins en fonction des molécules et des alertes à mettre en place, donc prise en charge au niveau soignant, puis si plus important, prise en charge directement au niveau médical. Comment vous travaillez ensemble alors, parce que ça va mettre du temps à se développer tout ça. Vous avez des réunions hebdomadaires, vous travaillez ensemble tous les jours. Comment ça fonctionne? Ça serait bien de pouvoir avoir des réunions hebdomadaires. On n'est pas du tout sur un timing aussi régulier. On arrive quand même à se voir au moins 3 fois je pense par mois, pour pouvoir avancer sur ces problématiques-là. Quasi. Pour pouvoir... Ça va être des longues séances de travail avec notamment également les infirmiers du hors-mur pour pouvoir adapter généralement sur le process de déploiement, c'est-à-dire qu'on fait une première version qui est souvent imparfaite,
Et avec les cas d'utilisation, on améliore les retours de patients puisqu'on fait systématiquement derrière un questionnaire d'utilisation et un questionnaire de satisfaction pour pouvoir améliorer l'outil. L'amélioration, elle est les patients qui vous disent ça ne fonctionne pas terrible, oui. Vous, informaticiens, qui vous rendez compte que parfois il y a tel truc à améliorer, et vous, médecins, qui dit ah bah tiens, on n'avait pas pensé à ça, ou alors ça, ce serait... C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est vraiment de la co-construction. Oui, on est vraiment sur un... Parce que des fois, le patient peut croire que effectivement la question est mal posée, mais derrière, il peut y avoir une volonté médicale de poser une question de telle façon. C'est piéger le patient. Piéger et s'assurer que c'est la bonne réponse. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur cette bilatéralité. Juste pour 2 mots de plus, parce qu'à terme, c'est vraiment très important, il faut que le patient comprenne l'importance. C'est-à-dire qu'à terme, il pourra valider lui-même sa chimiothérapie. Pas quand il y a une prise de sang, il faut qu'il y ait même à ce moment-là qu'il y ait un médecin qui valide, mais une IPA bientôt, parce qu'on va avoir des infirmières pratiques avancées. Mais il y a par exemple des circuits qu'on va appeler verts, sur une chimiothérapie hebdomadaire où on n'a pas besoin de revoir la prise de sang. Si le patient coche que tout est bon, ou pareil, pour prendre son comprimé, s'il coche que tout est bon, on va lui répondre c'est bon, ok, et la chimio va être validée. Donc si le patient ne se rend pas compte de l'importance de ce qu'il a à faire, et c'est vraiment un contrat, on disait, moral avec nous, il faut vraiment qu'il soit dedans, qu'il sache l'implication et l'importance de ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment très important aussi de parler aux patients, et on voudrait faire venir avec nous aussi des associations d'usagers pour valider les parcours qu'on fait, pour valider justement les supports, etc. Les patients, comment ils réagissent? Ils disent on est lâché, ou alors ils disent au contraire on est suivi? Plutôt ils sont très contents parce qu'au contraire ils sont lâchés quand ils rentrent chez eux. Et là on crée un lien. Enfin, depuis qu'il y a la structure, alors les murs pour l'instant c'est des appels téléphoniques, mais les patients ils sont enchantés d'avoir des appels téléphoniques, d'avoir quelqu'un qui peuvent joindre aussi plus facilement. Non, ils sont très contents. Puis enchantés de ne plus passer 5 heures à l'hôpital à attendre. Ça bien sûr. Ça bien sûr. Voilà. Rodrigue Alexander, vous avez mis en place une messagerie de liaison hôpital-ville. Alors comment ça fonctionne tout ça? Alors je vais y revenir, mais j'aimerais retourner sur la première question que vous aviez posée. Est-ce qu'on se parle assez? Alors, moi je suis l'administratif de la table ronde, je suis directeur d'hôpital. Oui, c'est l'administratif, il est comme les politiques. Hein. Il ne répond pas à la question, il répond à la question qu'il a envie de... Il faut répondre parce que c'est important, parce que c'est la base de l'atelier, des échanges technologiques. Oui. Entre l'hôpital et la ville, on ne se parle pas assez, on ne se connaît pas. Très clairement, on ne se connaît pas. Alors, je suis un jeune directeur d'hôpital. Ça fait 7 ans que je suis dans le métier. Ce qui m'a marqué en arrivant dans le milieu hospitalier, c'est de voir qu'une direction hospitalière n'est pas capable aujourd'hui d'identifier les médecins de son territoire d'adressage, de pouvoir avoir une base de correspondants avec des numéros de téléphone, une adresse mail, pour faire passer l'information et les solliciter. Donc, une des premières actions qu'on a mis en place dans mon établissement, c'est de faire des requêtes informatiques. Allez bien en face du micro, parce que de faire des requêtes informatiques. Par la prise de son. De faire des requêtes informatiques pour identifier, chaque fois qu'un patient se présente aux admissions, il a l'obligation d'indiquer son médecin traitant et de faire des requêtes statistiques pour savoir qui sont les médecins traitants identifiés lors d'une admission hospitalière. Ça nous a permis d'identifier une base de 400 médecins à qui on envoie un journal semestriel pour présenter avec une photo des nouveaux médecins qui sont arrivés, des nouvelles spécialités qu'on a développées sur les établissements. Ça n'existait pas. Donc ça c'est dans le sens sortant. Mais dans l'autre sens également, on n'a pas de structure de coordination, donc les CPTS seront peut-être une solution à l'avenir, on n'a pas de structure de coopération, de discussion, d'échange formalisé. Alors tel ou tel praticien organise des séances d'enseignement post-universitaire en soirée, ça attire quelques médecins qui connaissent, de manière structurelle. Je suis directeur des systèmes d'information par ailleurs. Quand je veux expérimenter une solution, vérifier si ça répond à un besoin de santé sur le territoire, mais je n'ai pas d'interlocuteur avec qui discuter, tester, faire des pilotes. Donc c'est une vraie contrainte et effectivement, si on veut aller plus loin en termes d'échanges structurés d'information, d'informatisation des échanges entre la vie et l'hôpital, il faut d'abord se connaître et mettre en place des instances qui nous permettent de discuter. Donc sur la communication sortante, c'est la question que vous m'avez posée juste avant. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait en arrivant dans mon établissement, c'est de se dire est-ce que les médecins de ville et les patients sont satisfaits du rythme de transmission de la correspondance médicale? On s'est rendu compte très vite que non. Un patient qui arrive dans l'établissement, qui vient en consultation, est-ce qu'il y a un compte rendu systématique? Non. Parce que les praticiens considéraient que c'était trop long, il fallait dicter des cassettes, puis derrière, pas de ressources en termes de secrétariat médical pour retranscrire les comptes rendus, donc renonçait dans certains cas à faire des comptes rendus systématiques. On pouvait voir que dans certaines spécialités, les comptes rendus qui étaient produits étaient transmis plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la sortie du patient, avec des situations assez ubuesques du médecin généraliste qui se retrouve face à son patient qui a été opéré,
mais pour lequel il n'a pas reçu de compte-rendu expliquant ce qui a été fait et quel a été le traitement qui a été prescrit par le praticien. Donc le premier sujet, ça a été de dire comment l'outil informatique peut permettre d'assurer une exhaustivité de la production des comptes rendus, même si la réglementation le prévoit depuis longtemps, et puis faciliter la transmission de cette information. On a déployé la dictée numérique à reconnaissance vocale dans l'ensemble de nos spécialités, donc les praticiens dictent les comptes rendus qui sont retranscrits automatiquement par l'outil de reconnaissance vocale, ce qui fait gagner beaucoup de temps parce que ça mobilise la ressource du secrétariat que pour faire la retranscription et puis corriger les très nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire que l'outil n'arrive pas à gérer. Donc derrière, ça, premier effet, systématisation de la production des comptes rendus. On a été un peu plus loin en se disant, mais comment envoyer plus vite l'information au patient et à son médecin traitant. On a connecté notre système de production de compte rendu à une plateforme multimodale. Alors c'est un nom un peu barbare, plateforme multimodale de gestion des flux égrenés. Ça veut dire quoi? Tout simplement, notre médecin, une fois que son compte rendu a été remis en forme par la secrétaire, il le valide numériquement. Le système intègre sa signature, une copie de sa signature, et derrière, il va interroger les annuaires. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va interroger l'annuaire national MS Santé. D'accord, c'est une messagerie sécurisée, promue par le pouvoir public depuis maintenant 7 ans. Si le médecin, le RPPS est reconnu dans ses annuaires, il envoie le compte rendu par messagerie sécurisée. Donc on arrive à toucher le médecin traitant par sa messagerie sécurisée, les réfractaires à l'informatique par la voie postale. C'est exactement la même chose que les courriers que vous recevez par vos banques, vos assurances, c'est les centres éditiques qui envoient ça. L'intérêt que j'y vois par ailleurs de la du gain de temps pour le médecin destinataire de l'information, c'est que ça lui coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher parce que 70% de nos comptes rendus sont dématérialisés, donc ça ne nous coûte rien en tant qu'établissement. Et à côté de ça, ceux qui sont restés matérialisés en forme papier, via les centres éditiques, comme on fait plus de 1000 plis par jour du fait de la massification, et ça nous coûte moins cher que le prix du timbre classique. Donc tout le monde s'y retrouve dans cette affaire. Pour ce qui est du patient, parce que le patient doit aussi être destinataire d'informations médicales, c'est un gros débat dans nos communautés médicales, il y a des médecins qui me disent le patient n'est pas suffisamment mûr, il ne va pas comprendre, il ne faut pas lui envoyer le compte rendu. On a fait le choix en tant que direction d'hôpital d'envoyer systématiquement les comptes rendus aux patients, c'est le code de la santé publique, à charge pour le médecin de lui expliquer quand il y a des diagnostics difficiles en consultation au préalable. Donc le patient est destinataire du compte rendu par ce centre édhique également, donc il est envoyé par voie postale de manière systématique avec un affranchissement à J4. Et derrière, on va alimenter le dossier médical partagé. On en a parlé ici ou là en début de matinée. On alimente, c'est HDAR, le dossier médical partagé des patients qui ont fait l'effort d'en ouvrir un, soit chez nous parce qu'on permet d'ouvrir des DLP, soit auprès de l'assurance maladie ou des pharmacies qui proposent ce service-là. Mais aujourd'hui, le même compte-rendu qui est validé, qui est reçu tout de suite par le médecin dans sa messagerie sécurisée, il est consultable par le patient tout de suite également dans son DLP quand il y en a un qui est ouvert. Donc on voit bien ici que la technologie, pour le coup, peut être un vecteur d'amélioration des prises en charge, de facilitation de l'information entre la ville et l'hôpital, et puis d'efficience, parce que c'est aussi ce qui est attendu de direction hospitalière, d'efficience, parce que tout ça coûte moins cher. Efficience, parlons chiffres. Alors, c'est combien de dossiers que vous envoyez annuellement? Ça représente quel volume d'informations? En termes de volume, chez nous, ça représente environ 100 000 envois par an. 100 000 envois, c'est énorme. Le CHDAR, c'est un petit établissement, le CHDAR à la hauteur des autres établissements, mais c'est quand même 100 000 envois par an. Sur le DLP, on n'arrive pas à décoller en termes de volume. Je suis à moins d'une cinquantaine d'alimentations de DLP par semaine. Pourquoi? Parce que les patients n'ont pas ouvert le DLP. Le système va interroger les annuaires nationaux, il va chercher le numéro d'identification, ce qu'on appelle le l'INS. Mais derrière, si le patient n'a pas ouvert le DLP, qu'est-ce qu'il fait? Derrière, il ne peut pas alimenter ce DLP. Donc on a cette contrainte-là. En termes de retour sur investissement purement pécunier, là, dans l'affaire, on est à 12 000 € de gains budgétaires par an du fait d'avoir mis en place ces systèmes, ce qui est assez considérable. Donc on améliore les qualités et ça nous coûte en plus moins cher que le fonctionnement historique. Et je ne parle pas des augmentations d'effectifs de secrétariats médicaux qui n'ont pas accompagné l'augmentation d'activité. Un établissement comme le nôtre, c'est le cas de beaucoup d'établissements au niveau national, on a une progression d'activité d'année en année, et si on ne fait pas de gain de productivité, il faut augmenter les effectifs à due concurrence de l'augmentation d'activité. Donc on a réussi à stabiliser nos effectifs tout en améliorant la qualité de service. J'ai une question à vous poser. Si vous avez des questions à la volée à poser, n'hésitez pas à vous lever la main, on va faire ça. On n'est pas très nombreux, donc on n'est pas obligé de scinder les questions-réponses à la fin, vous pouvez interagir. Moi j'ai une question à vous poser concernant la standardisation. Alors la standardisation à 2 niveaux, vous avez parlé
pas mal de systèmes finalement qu'on interroge et qui se superposent. Est-ce qu'il y a une nécessité de standardisation à terme? Et puis le deuxième niveau de la standardisation, j'ai vu, je disais en préambule, quand je me suis présenté, que je faisais pas mal de choses dans le domaine de la radiologie. J'ai vu par exemple cette année au RSNA des sociétés qui proposent des comptes rendus à base de reconnaissance vocale, mais des comptes rendus standardisés, de manière à ce que le compte rendu il est toujours la même forme, et que donc comme il est toujours la même forme, et ben, un, on n'oublie rien, et puis deux, pour le médecin qui le reçoit, il est beaucoup plus facile à lire parce qu'on sait que ça se présente toujours pareil. C'est un des aspects du projet, je ne l'ai pas développé, mais comme on me donne l'occasion, sur ces projets, au-delà des aspects économiques dont on a parlé avant, il y a une question d'image d'établissement. Dans notre établissement, mais comme dans tous les établissements, chaque service a son en-tête. L'en-tête est de manière verticale sur un bandeau à gauche, pas de manière horizontale en haut. Du fait de l'industrialisation de l'envoi des courriers, on a standardisé avec un masque institutionnel en disant il y a un bandeau vertical, c'est le logo de l'établissement, c'est le logo du GHT et les contacts de l'établissement, et il y a un bandeau vertical qui est unique à chacune des spécialités médicales avec la liste des praticiens, etc. Pour ce qui est du contenu du compte rendu, on a pu standardiser aussi, puisque l'outil informatique le permet, d'en rajouter des bandeaux d'identité de vigilance pour s'assurer, et c'est arrivé, je vous assure que c'est arrivé, notamment en termes de visite de certification, on est tombé sur quelques comptes rendus qui ne respectent pas les standards en la matière. On a mis un bandeau d'identité de vigilance qui fait que notre système vient automatiquement rajouter nom, prénom, date de naissance, IPP, IEP, adresse, identité de la personne qui l'a retranscrit, identité du médecin qui a dicté et validé le courrier. C'est des choses qui n'étaient pas systématiquement présentes. Et à côté de ça, on a défini un canevas de ce qu'on appelle la lettre de liaison de sortie, avec ce qui est attendu en termes de critères qualité IPAX pour un destinataire médical. Donc, on a laissé de la latitude aux praticiens pour les comptes rendus de consultation. Le compte rendu de consultation, chaque praticien est libre d'indiquer ce qu'il souhaite. Par contre, pour les comptes rendus d'hospitalisation, la lettre de liaison, le système vient cadrer les comptes rendus avec des items. Un item antécédent, un item événement intercurrent, un item prescription de sortie, etc. Ce qui fait que chaque praticien reste dans ce cadre-là. Ça facilite la lecture de l'information pour les médecins traitants qui nous disaient, donc ceux avec qui on a pu discuter avant la mise en place de ces projets, nous disaient, écoutez, dans telle spécialité, c'est ce qu'on le fait en gériatrie, sur certaines spécialités médicales, où il y a des cultures de compte rendu très très longs, qui peuvent faire 3-4 pages, sans que le médecin traitant n'ait vraiment eu l'essentiel de ce qu'il attendait pour poursuivre la prise en charge. Donc on a standardisé, ce qui fait que l'orthopédiste qui avait l'habitude de faire des comptes rendus de 6 lignes qui n'étaient pas suffisamment complets, derrière, reste dans le même cadre que le gériatre, et c'est plus facile pour tout le monde, et ça nous facilite le codage PMSI, si on revient à l'efficience, parce que nos comptes rendus permettent de coder les séjours, et notre médecin DIM retrouve beaucoup plus d'informations qualitatives dans les comptes rendus, parce qu'on a cadré. Il y a un autre élément du projet qui est important également, en termes de traçabilité, là pour le coup des envois, parce que jusqu'à maintenant, un patient pouvait nous appeler ou un médecin en nous disant « on n'a pas reçu le compte rendu de Madame Durand ». Aujourd'hui, on a une traçabilité de l'ensemble des envois sortants qui permet de dire ce compte rendu a été envoyé tel jour à telle heure par tel canal, messagerie sécurisée ou dépôt par la poste. Donc c'est finalement une amélioration pour tout le monde. Alors on va voir ce qu'en pensent les médecins après, parce qu'on va voir le troisième projet qui est porté. Donc vous, docteur Pierre-Yves Navarro, vous avez travaillé sur un projet d'EHPAD hors les murs, et notamment vous avez travaillé sur la mise en place de la télésurveillance des aidants. Oui, alors le projet de l'hôpital d'Apt est généralement orienté sur la télémédecine, avec tout ce que ça compose comme déclinaison de l'activité. Et au sein de ce projet, il y a donc une activité en géronto qui est intéressante, parce qu'elle va pouvoir relancer justement le lien entre l'hôpital d'Apt et la ville sur le terrain de la gérontologie. C'était un terrain qui était extrêmement animé de compétences et d'interventions, mais qui ne donnait pas les résultats escomptés, puisque les gens travaillaient en compartiment de compétences, sans vraiment de lien et sans vraiment répondre à des objectifs que la population attendrait. Donc cette disposition que l'ARS a promue chez nous, qui s'appelle EHPAD hors les murs, mais qu'on pourrait appeler aussi hôpital hors les murs, car ce sont des hospitaliers qui vont se déléguer sur le domicile, consiste à équiper des domiciles d'une technologie de visio et de communication par l'image qui va lier une personne principalement qui est au cœur du processus, qui est une personne qu'on aurait identifiée
vieille, polypathologique, dépendante et peut-être aussi altérée cognitivement, assistée d'un aidant ou pas. Donc cette personne identifiée fera l'objet d'une téléassistance et d'une télésurveillance pour essayer de réguler chez elle à la fois son projet de vie, qui devrait être majoritairement vécu à la maison, ensuite les problématiques gérontologiques qu'elle pose, en termes fonctionnels, contingents sociaux et autres, et toutes les décompensations sanitaires qu'on peut avoir et qui donnent lieu à des hospitalisations répétitives, inopinées, et qui sont une véritable calamité pour les vieilles personnes. Donc ce dispositif, on l'a envisagé de différentes manières, avec un cahier de charges très simple. C'est de la télésurveillance et de la téléassistance animée par une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un médecin, une infirmière coordinatrice, un psychologue, une ergothérapeute, qui va tenter d'introduire dans cette dynamique une démarche d'évaluation partagée avec les intervenants de la ville, à qui on va proposer des recommandations pour intervenir dans le sens de certains thèmes qu'on va identifier comme étant des thèmes importants dans la vie et la santé des deux personnes. En général, c'est un couple ou un binôme auquel on va s'intéresser par ce biais-là. Donc on va mesurer sur l'exercice le fait de mettre la technologie en place et d'aller réagir à des événements, hein, et de sécuriser les gens, mais aussi on va mesurer aussi la perception des libéraux à être assistés d'une coordination entre guillemets spécialisée en géronto et à y répondre. Donc on va essayer de mettre tout ça en place. Les résultats attendus, on espère que les gens resteront le plus longtemps possible à la maison, et qu'ils auront le plus longtemps possible des interventions qui sont justifiées, opérantes et pérennes, hein, en gérontologie, que l'hôpital sera moins débordé par la pression des urgences en gériatrie, et que grâce à ça, on puisse mettre en place un court séjour gériatrique qui admettra de manière plus organisée les vieilles personnes, et que le séjour de médecine polyvalente, les séjours de médecine polyvalente sont vraiment de la médecine polyvalente et permettent à l'hôpital de respirer dans la gestion des besoins sanitaires du territoire. Voilà, donc je m'arrêterai là. Alors je vais faire réagir l'IRPS. Maintenant, ce lien ville-hôpital, je serais tenté de dire, après ce que j'ai entendu, l'hôpital a l'air de faire beaucoup d'efforts pour parler à la ville. Est-ce que la ville fait beaucoup d'efforts pour écouter l'hôpital ou pour parler à l'hôpital? Comment ça se passe? Je vais faire un petit coup de griffe, on va dire. Il était temps quand même que l'hôpital réagisse, parce que ça a été dit tout à l'heure. Ça fait 15 ans, 20 ans que les médecins de ville, les professionnels de santé de ville reçoivent des patients qui sortent de l'hôpital sans avoir aucune information. Alors, on va nettoyer devant notre porte aussi, les messages d'adressage ne sont pas forcément toujours beaucoup plus pertinents. Et systématiques en général, je pense qu'ils le sont, complets peut-être pas. En tout cas, je salue vraiment cette initiative, parce que tout à l'heure vous parliez, pour mettre en place des choses, il faut être finalement deux. Hein, il faut que les deux établissements, la structure hospitalière et la structure ville. Qu'est-ce qui fait que ça change aujourd'hui? Avant, finalement, vous aviez peut-être, vous viviez chacun de votre côté. Aujourd'hui, vous voyez bien comme le temps médical il est compté, vous voyez bien vous avez besoin l'un de l'autre et qu'on vous demande de l'efficacité aux uns et aux autres. C'est ça qui vous contraint finalement à inventer des systèmes et à changer les choses, ou pas? Oui, je crois qu'il y a un manque de moyens de part et d'autre, et je crois que là, la question c'est vraiment de mutualiser finalement et d'être beaucoup plus opérant. Il y a aussi une réforme qui a été mise en place, et on y revient, hein, sur cet exercice coordonné qui oblige, qui force un petit peu au changement, et une prise de conscience de se dire qu'on ne peut plus continuer à fonctionner. Alors tout à l'heure dans la traduction, hein, c'était la traduction en silo. Finalement, on travaillait chacun de notre côté, spécialité par spécialité, ville par ville, hôpitaux par hôpitaux. Et là, on est en train de se dire, non, ce modèle-là a vécu, et la pénurie médicale, et puis tout ce qu'on appelle, hein, comme déserts médicaux, force à réfléchir d'une autre manière. Et finalement, tout ce qu'on s'était toujours dit en disant nous n'avons pas suffisamment d'échanges, tout à l'heure on parlait du dossier médical partagé. Depuis combien de temps on parle du dossier médical partagé? Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et on n'a pas fini d'en parler. Hein. Et on n'a pas fini d'en parler, mais on est en train de réfléchir quand même à d'autres solutions. Alors là aussi, le courrier, la messagerie, c'est déjà super. En termes d'interlocuteurs, hein, il y a effectivement les CPTS qui se mettent en place sur le terrain, qui vont être un interlocuteur direct des différentes structures. Il y a bien évidemment la structure que je représente et les structures que nous représentons qui sont les URPS.
parce que les URPS ont des moyens de servir justement d'interlocuteurs et de formaliser un petit peu, de mettre du personnel à disposition, parce qu'effectivement toutes ces expérimentations sont extrêmement chronophages. Nous avons, et puis pas toujours couronné de succès, nous avons travaillé avec certains dans la salle sur une expérimentation de messagerie dans le Var. Le résultat a été assez pitoyable. Et pourtant, au départ, il y avait, semble-t-il, une volonté qui était partagée de pouvoir intégrer tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Le résultat pitoyable? Je pense les hommes, la technique, le projet qui n'était pas bon, parce qu'il y a des fois, on a bien vu là par exemple avec la Cancéro, ça a tout essence de marché parce qu'il y a un cas d'usage qui est pertinent. Je pense que c'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des hommes qui aient envie de partager quelque chose et de trouver des solutions. Il faut qu'il y ait des financements qui soient aussi mis sur la table et pas simplement sur l'une ou l'autre des structures. Dans le cas d'espèce, dans le Var, le financement était surtout hospitalier. Donc on payait les modifications des logiciels qui étaient utilisés à l'hôpital, mais on ne finançait pas les modifications nécessaires et on ne donnait pas les finances pour que les médecins libéraux puissent faire évoluer leur matériel. Donc il faut être aussi très pragmatique. Si on veut que ça marche, il faut regarder. Là aussi, tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, finalement, il y a ces cas d'usage et puis il y a l'existant. MS Santé a été promu pour essayer de proposer une messagerie. Dans la région, c'est surtout ApiCrypt qui est utilisé. Si un hôpital se décide simplement à envoyer des courriers par MS Santé, globalement, il va perdre 70% des personnes qui sont équipées d'outils électroniques, en sachant que le nombre déjà de professionnels de santé équipés est relativement faible. Donc je crois que là vraiment on est au cœur du problème, c'est en se parlant, en essayant de mettre en place des solutions qui peuvent être adoptées par tous, et puis aussi de façon simple, l'expérimenter et être capable de revoir la copie. Alors là, la messagerie c'est déjà super. Maintenant, c'est ce que je disais aussi ce matin dans la conclusion, ou dans une sorte de synthèse, c'est que encore faut-il que ce courrier ou cette messagerie puisse être intégré directement dans le logiciel métier, parce que si on a simplement le courrier, ça ne va pas suffire, même si c'est déjà un grand pas. Donc il reste encore du travail, et je crois que les cloisons, les barrières sont en train de tomber. Je crois qu'on est vraiment en train de réfléchir, et c'est vrai aussi que sur un plan institutionnel, ce qui se met en place dans la région comme discussion entre l'Agence régionale de santé, entre la Caisse d'assurance maladie, entre les hôpitaux, la Fédération des hôpitaux de France ou la Fédération de l'hospitalisation privée et les URPS, permettent de se mettre autour de la table et justement d'échanger, de prendre des contacts et d'essayer peut-être de façon simple au départ de trouver des solutions qui font un petit peu tache d'huile après et qui permettent justement d'ouvrir un petit peu d'autres horizons. Donc Rodrigue Alexander voulait réagir, si j'ai bien compris, liberté d'expérimentation, interopérabilité des systèmes et des hommes aussi. Il faut que les systèmes et les hommes se parlent. Et je crois que c'est l'élément essentiel. Je reviens sur encore mon parcours. En 2 ans de formation à l'école d'études en santé publique, je n'ai jamais entendu parler de la vie. De l'échange avec les médecins. J'ai compris qu'il y avait des types de vie. Non, mais pour le coup, très clairement, on a une formation très technique, c'est pas une critique, c'est une réalité, formation très technique sur le cœur de métier. On arrive en poste, on a la tête dans le guidon sur les réalités de nos propres établissements. On travaille pour répondre aux besoins de nos propres professionnels de santé salariés. Puis à côté, la ville, c'est qui? C'est quel médecin? Il y a une réunion, je décris un peu cette anecdote parce que ça m'a quand même marqué dans mon parcours professionnel. 2014, Compiègne-Noyon, j'étais dans l'Oise en poste avant de venir sur Arles. Des médecins ont écrit à la direction générale en disant la directrice générale, on veut vous voir. J'y suis allé avec elle, donc il y a des points systèmes d'information parmi les griefs. Je vais avec elle, on se retrouve avec 40 médecins libéraux, 2 directeurs, et en face, ils ont fait toute une liste de griefs avec un film qu'ils ont tourné, fait l'effort de tourner un film en disant voici comment est-ce qu'on vit à cause de vous, hôpital. Les certificats qui n'arrivent pas à payer, renouveler les ordonnances pour lesquelles on n'a pas de compte rendu, on n'arrive pas à vous joindre par téléphone. Et voici, c'est un film humoristique. Et ça m'a marqué, et ça m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement la vie, et si on avait des recettes d'activité, c'est parce qu'il y avait bien des médecins qui voulaient nous adresser des patients. Donc, il y a les organisations, il y a les CPTS, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Et si on n'échange pas, on n'arrivera pas. Je prendrai un autre exemple, là je vous ai parlé de la plateforme en sortie, mais en montrant, parce que les médecins de ville nous disent, en tout cas Compiègne me disait ça, j'ai très vite appris la leçon, alors ça a été l'un de mes premiers projets, c'est de dire, on n'arrive pas à vous joindre, vous, hôpital. On n'arrive pas à vous joindre, on veut vous appeler au téléphone, ça ne décroche pas. Et c'est une vraie difficulté. Donc on veut vous adresser des patients pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, mais c'est impossible d'avoir un rendez-vous chez vous si le patient ne se déplace pas.
Premier sujet, je vais sortir les statistiques téléphoniques et je me rends compte effectivement que sur plusieurs spécialités, j'avais des taux de non décrochés qui pouvaient osciller entre 70 et 85%. C'est-à-dire qu'en ophtalmo, en dermatologie, des spécialités qui sont désertifiées au niveau de la médecine de ville, c'était impossible pour un patient d'avoir une secrétaire en ligne. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, technologie, réflexe technologie, c'est le sens un peu des journées d'aujourd'hui, on va déployer la prise de rendez-vous en ligne. On fait communication, médecin, patient, flyer, tout ce qu'on veut. En fait, on se rend compte que techniquement ça marche, mais ça ne touche pas tous les publics. Au maximum, la spécialité qui a le plus adhéré, c'est mon ORL, alors qu'on a exactement les mêmes rendez-vous. C'est-à-dire qu'un patient qui prend rendez-vous en ligne, il a accès aux mêmes plages dans les agendas que la secrétaire médicale. Donc, il n'a pas de rendez-vous plus tardif. En ORL, on est à 11% de prise de rendez-vous en ligne, en orthopédie 5%, gynéco 4%. Autant vous dire que ça fait qu'au bas mot, il y a quasiment 85% des patients qui, par la solution technologique, n'arrivent toujours pas à joindre le secrétaire. Alors pourquoi? Parce que Doctolib, par exemple, ça marche en ville. On nous dit que ça marche en ville, effectivement, ça marche en ville, mais est-ce que c'est les mêmes patients? Est-ce que c'est le même public? Nous, sur les personnes âgées, sur certains qui sont convaincus que le rendez-vous sera plus rapide par la secrétaire que par la solution, etc., etc. Dans les faits, j'ai fait tout ce que je pouvais en termes de communication, des messages de pré-décrochés, nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, etc. Dans les faits, ça marche, ça répond. Il y a des patients qui prennent rendez-vous à 22h. J'ai des pics de prise de rendez-vous par tranche horaire. 22h, 23h, minuit. J'ai ici ou là des cas de patients qui ont pris rendez-vous. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour dire que la technologie, c'est bien, mais elle doit être accompagnée d'évolutions organisationnelles. Donc ce qu'on a fait, je me suis dit, bon, c'est bien, ça marche, ça répond à un besoin. C'est une vraie politique, plus de communication vis-à-vis des patients, cette prise de rendez-vous en ligne. On l'a couplé avec un bureau centralisé de prise de rendez-vous téléphonique en disant, bon, on va identifier les personnes en reclassement. On va positionner dans un local dédié avec du matériel, casque, micro, comme un peu les centres d'appel dans les autres industries. Et puis elles vont prendre des rendez-vous au kilomètre à la journée. Ce qui fait que derrière, on est passé d'une situation où j'évoquais quasiment 80% d'appels non décrochés à une situation où maintenant, sur 10 spécialités que j'ai réussi à intégrer dans ce bureau, s'il faut que les praticiens acceptent d'avoir une opératrice polyvalente qui ne soit pas sa secrétaire depuis 20 ans, derrière, on arrive à un taux de décroché de 85%. Donc aujourd'hui, je sais que pour 10 spécialités, notamment celles qui posaient des problèmes, 85% de mes appels sont décrochés avec une durée moyenne de sonnerie de 20 secondes. Donc la technologie, c'est bien, mais quand on accompagne une solution qui peut permettre de toucher des patients qui ne sont pas éligibles, c'est encore mieux en termes de service rendu aux patients. Il faut vraiment marcher sur ces deux pieds. Et puis alors, il faut avoir la volonté de le faire. Est-ce que tous les hôpitaux, parce que ce que vous nous décrivez, c'est idyllique, on est dans un monde féerique, là, mais est-ce que tous les hôpitaux ont cette démarche? Non, très clairement non. Aujourd'hui, les hôpitaux qui ont centralisé, par exemple, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont mis la prise de rendez-vous en ligne, mais combien d'hôpitaux ont centralisé les prises d'appels téléphoniques pour s'assurer, en suivant de manière statistique, que le service rendu à l'usager était satisfaisant? Quand je dis l'usager, c'est le patient, mais le médecin traitant qui a besoin de rendez-vous rapide. Donc il a besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil qui lui dit pour ce patient-là, c'est urgent, je ne vais pas l'envoyer par les urgences. Mais pas beaucoup, tant que ça. Il y a quelques hôpitaux, le CH d'Arras qui a communiqué dessus, en région parisienne. Il y a l'hôpital d'instruction des armées à côté qui a mis en place ce dispositif, mais ce n'est pas généralisé parce que ce n'était pas forcément notre culture. Et je balaye devant ma porte. Nous, hôpital, on a tendance à considérer encore une fois qu'on est essentiel, le maillon essentiel de la prise en charge des patients et que de toute façon, le patient ou le médecin traitant arrivera à nous adresser le patient. Ce qui n'est pas vrai, maintenant dans un système concurrentiel, il faut qu'on s'adapte. Donc c'est pas une réalité, mais ça demande de l'énergie parce qu'il faut trouver les ressources, on ne peut pas recruter, donc il faut arriver à créer des projets professionnels pour des personnes qui sont des anciens soignants et arriver à leur trouver un exercice professionnel qui soit suffisamment souple. C'est évident, on les appelle téléphoniques tous les jours, donc il faut croiser ça avec du télétravail. C'est ce que je fais chez moi, mes opératrices travaillent un jour par semaine à la maison, c'est un attractif ce type de poste-là, mais c'est de l'énergie tous les jours. Moi je regarde tous les lundis matins mes statistiques téléphoniques, parce que je suis responsable par les secrétariats médicaux, en disant attention, attention, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu à 60% de décrochés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est qu'il y a de l'absentéisme, qu'il y a eu telle ou telle difficulté, mais c'est une démarche qualité. C'est une démarche qualité. Vous dites on est dans un contexte concurrentiel, oui, je vais vous passer la parole après. Vous êtes en concurrence, pourquoi? Concurrence pour recruter ou en concurrence avec d'autres établissements pour soigner? On est en concurrence sur tout. On est en concurrence pour recruter, comme vous l'évoquez. On a des postes médicaux vacants. Quand on veut attirer un praticien, il faut qu'on lui donne des garanties que son exercice médical se passera dans les règles de l'art, en tout cas conformément à ses attentes. Donc arriver en disant à un praticien, vous aurez la dictée numérique, vous aurez une facilité de prise de rendez-vous, vous aurez du soutien de l'établissement pour développer un PAX, pour développer tout ce que vous voulez. Ça permet de recruter effectivement du personnel plus facilement, surtout les pérenniser, arriver à les fidéliser dans l'établissement. Et de ma casquette de directeur des finances,
on est aussi en concurrence par rapport aux autres établissements sur le territoire. Moi, je calcule les parts de marché régulièrement, et aujourd'hui, ce type de service, je suis convaincu, à titre personnel, que la satisfaction de l'usager permet de pérenniser l'offre de soins sur le territoire. Ils peuvent prendre leur voiture et aller à 20 minutes au CHU de Nîmes, plutôt que de venir dans mon établissement s'ils n'arrivent pas à nous joindre ou s'ils ne sont pas satisfaits par le service rendu. Alors, une question à ce propos, je n'entends pas du tout parler de groupements hospitaliers de territoire. Est-ce que ça ne devrait pas être leur rôle? Et je ne sais pas s'il y a des représentants sur les Alpes-Maritimes. J'ai l'impression que sur les Alpes-Maritimes, le GHT justement s'est positionné, ils sont en train de mettre en place des plateformes d'échange. Est-ce que ça ne devrait pas se faire justement au niveau d'un GHT? Vous savez, je vais être le poil à gratter de la journée. Ça peut être au niveau du GHT, et c'est tant mieux que ce soit au niveau du GHT, mais je pense que c'est une des limites que je trouve à nous, le système de relations de l'hôpital, c'est que ça devrait même plutôt être national. Vous savez, aujourd'hui, on se positionne, le GHT, c'est un échelon, et la question, c'est est-ce que c'est l'échelon pertinent pour mettre en place des technologies de système d'information à l'attention de nos usagers. Je vais vous prendre un exemple. Arles, 1 heure de Marseille, GHT des Bouches-du-Rhône. La PHM, établissement support, 15 minutes du CHU de Nîmes. Analyse des parts de marché, CHU de Nîmes, 15% des patients du pays, 15% des soins consommés par des patients domiciliés dans le pays d'Arles se font CHU de Nîmes, 5% à Marseille. Quand on définit cette stratégie de l'hôpital et ses outils technologiques à l'échelle du GHT, ça fait que mon patient arlésien, pour prendre rendez-vous, il va prendre rendez-vous sur le portail Bouches-du-Rhône. Quand il voudra aller à Nîmes, il faudra qu'il ait identifié un mot de passe différent pour prendre sur le portail. Moi, c'est quel doc? Peut-être qu'à Nîmes, ça va être Doctolib. Quand il va vouloir récupérer ses comptes rendus, certains ont créé des portails GHT de restitution d'informations médicales. Ils vont identifier un mot de passe chez nous, ils vont identifier un mot de passe au CHU de Nîmes à côté, et au CH d'Avignon, qui est à peine à 20 minutes, mais qui est encore dans un autre GHT. Donc la question, c'est est-ce que c'est le GHT? Donc on parle d'espace numérique régional. Est-ce que c'est la région? Mais quand on est en plein milieu de la région, dans une grosse agglomération, c'est la réponse. Quand on est à la frontière entre deux régions, c'est notre cas de figure, c'est pas la réponse. J'ai fait mon stage de directeur d'hôpital à l'étranger, à McGill, à Montréal. Ben, les Canadiens ne se sont pas posé les mêmes questions que nous, on définit. Ils ont découpé le Québec en 4 réseaux universitaires intégrés de santé, avec des outils informatiques qui sont les mêmes sur l'ensemble du russe. Ce qui fait qu'en 2011, mon stage, c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même assez vieux à l'échelle des technologies de l'information et de la communication. Ce qui fait que les Indiens, les Inuits du Nunavik, quand une échographie était faite, il y avait une RCP à Montréal avec les mêmes outils qui permettaient aux cancérologues, aux radiologues de poser un diagnostic, de mettre en place un traitement, d'envoyer une information médicale avec des outils uniques et qui coûtent moins cher, parce qu'on a des effets de masse qui ne sont pas des effets GHT, mais qui sont des effets à l'échelle d'un pays. Donc il y a vraiment un sujet sur ce point-là, et il y a une critique qui avait été faite sur le DMP, c'est un vrai sujet pour ce qui me concerne, parce qu'aujourd'hui, j'ai des praticiens qui me disent oui, mais tel laboratoire d'analyse biologie a son portail en ligne avec smartphone, tel autre. Mais aujourd'hui, vous allez vous faire piquer sur un bilan biologique. Vous allez au laboratoire A, vous avez votre portail, votre mot de passe, laboratoire B, portail, mot de passe, laboratoire C, portail, mot de passe. On est censé avoir depuis 2004 un dossier médical partagé, carnet de santé numérique, dans lequel on devrait retrouver toute l'information médicale. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question de la coercition. Vrai, quand je dis la coercition vraie, ce n'est pas des objectifs uniquement, c'est des objectifs sans sanction, ce ne sont pas des objectifs, en tout cas, c'est pas contraignant pour les utilisateurs. Il va falloir qu'on se pose cette question-là, sinon chacun fait, avec des startups très innovantes, chacun fait des choses très intéressantes, mais avec une coordination qui est limitée. D'autres questions, allez-y. Attendez, on va vous passer le micro. Bonjour, donc infirmière sur Sanary, en libéral. Je suis d'accord avec vous, et à propos de Montréal, est-ce que c'était un outil qui pouvait être consultable par tous les professionnels de santé? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle aussi du médecin de ville au médecin de l'hôpital, mais autour du patient, il y a quand même plusieurs professionnels de santé. Et mon expérience sur le centre hospitalier Toulon-la Seine-sur-Mer, où j'ai exercé pendant des années, là, la dernière expérience que j'ai eue moi en tant qu'infirmière libérale, c'est que quand on veut suivre un patient, son hospitalisation, et donc donner des informations médecin traitant, infirmière libérale, cabinet, on m'a répondu, et je pense que c'est dans la culture hospitalière, peut-être que l'influx n'est pas bon, ah mais nous on communique qu'avec le médecin généraliste, on ne prend pas les coordonnées des infirmiers libéraux. Il y a un problème, l'infirmier libéral il voit le patient 2 fois, 3 fois par jour, le médecin généraliste il le voit 1 fois par mois
au mieux. Donc j'ai trouvé ça hyper choquant. Enfin, j'ai même pas, enfin, il se trouve que c'était pour ma grand-mère, mais j'ai trouvé ça c'est à l'encontre de ce qu'on essaie de nous faire faire via le levier des CPTS, par exemple. Donc à quand un outil consultable? Et le DMP, essentiellement, il est fait pour ça. Il n'y a pas que le dossier partagé. Il y a aussi la philosophie sur laquelle on travaille. En gériatrie, on ne peut pas vous répondre ça. En gériatrie, si on fait sortir une personne d'un séjour hospitalier, elle sort avec un projet qui peut être complexe, composé d'interventions pluridisciplinaires auxquelles on va s'adresser avant le retour. Donc, on vous a mal répondu. De vive voix, on vous a mal répondu. Qu'il y ait une technologie informatique ou pas, qu'il y ait un ordinateur entre eux, ça a été mal fait. Normalement, en gériatrie, on envoie aux professionnels intéressés par les recommandations, le plan qu'on fait pour la personne, toutes les informations qu'il faut pour qu'elle réagisse, et des fois même on les suit, on les conseille. Donc ça, c'est... Pas sur le centre hospitalier de tout le monde. Non mais la philosophie en gériatrie, elle est là. Et donc si ça n'a pas été fait en France, où que ce soit, c'est qu'on a manqué à ça. C'est tout le problème, c'est pas le problème de l'informatique ou autre. Oui, alors, oui, ici. Excusez-moi, bonjour, je suis Nathalie Bonaventure, je suis infirmière libérale aussi, en région aubagnaise. Et je vais rebondir sur les applications, ce qu'elle vient de dire ma collègue. En fait, vous avez présenté l'application spécialisée en oncologie tout à l'heure, et vous faites le lien ville-patient. Et sur Marseille, on a eu le même cas avec l'hôpital Clerval, qui a développé une application un peu comme la vôtre pour le suivi. Et pareil, en fait, et on leur a fait remonter que, en fait, vous n'incluez pas le professionnel de ville, ni le médecin généraliste. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, chaque module est acheté séparément, avec des prix. Donc tout à l'heure, c'était 30 € parce que c'était la chirurgie ambulatoire. Donc c'était par patient qui opérait une fois, et puis c'est tout. Le problème de nos traitements, c'est que c'est tous les mois, et à ce moment-là, on n'a pas pu choisir l'abonnement par mois, donc on achète les modules. Chaque module, c'est 50 000 €. Donc pour le patient, c'est 50 000 €. Pour le patient, tout simplement pour qu'il ait accès aux données. Après, enfin aux données, aux traitements, pour les traitements. Après, si on veut qu'il ait accès à son dossier, c'est 50 000 € de plus. Et pour les professionnels de santé, mais on envisage de le faire, on cherche des financements, et on cherche des financements par l'industrie pharmaceutique. Et voilà, mais on y a pensé et on veut vraiment acheter le module professionnel de santé. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui sont autonomes, tout à fait. Il y a des patients qui ont besoin de... Alors, voilà, mais dans déjà le module qu'on a acheté, qui est simplement pour le lien pour le traitement, et on a une infirmière qu'on a envoyée en formation IPA, son mémoire, ça va être justement les patients qui ne peuvent pas se servir de l'application parce qu'ils ne sont pas capables, le lien avec les aidants. Et l'aidant, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi l'infirmière qui est là toute la journée avec lui. Et donc justement, on veut tout à fait avoir ce lien-là, parce qu'il y a toute une partie des patients qu'on ne veut pas éliminer parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, et le test qu'on est en train de mettre en place, parce que ça c'était vraiment notre idée, c'est-à-dire que des applications numériques, il y en a plein. Et jusqu'à maintenant, et j'ai fait toute la bibliographie, il n'y en a aucune qui a testé si le patient était capable de répondre. Alors du coup, nous on met ce film qui explique, le quiz derrière, mais c'est pas forcément au patient de le remplir, ça peut être à l'aidant. Et il y a vraiment la partie, en fait, qui êtes-vous par rapport au patient. Donc le but est vraiment que vous puissiez répondre à la place de certains patients qui ne sont pas capables de le faire. Et donc vous puissiez dire, bah, le comprimé, je le donne aujourd'hui au patient parce que j'ai vu que c'était bon. Alors, il y a une intervention là-bas, et après ici, je vous ai vu, madame. Moi, j'ai juste envie, avant que vous posiez votre question, il y a un truc qui m'interpelle, vous dites, on n'a pas l'argent pour les 50 000 €, donc on va se le faire sponsoriser, c'est ça ? Par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique ne nous donne pas 50 000 € pour acheter un logiciel. Mais par exemple, le film, oui, on est aidé par l'industrie pharmaceutique pour faire ce film. Et moi, je suis aussi à l'origine d'un programme d'éducation thérapeutique au centre. Il faut être clair que si on n'avait pas eu l'industrie pharmaceutique, on n'avait pas l'argent pour le faire. Ça a quand même coûté 20 000 € de former 20 personnes, et après il y a eu encore, je crois, peut-être 15 000 € pour écrire le dossier, pour qu'on ait après l'accord de l'ARS. Sans l'industrie pharmaceutique, on ne pouvait pas le faire. Pose pas de conflit de alors absolument, alors vraiment pas, parce qu'en plus on a je pose la question, c'est le moment de la non, mais par exemple dans l'éducation thérapeutique, c'est un laboratoire qui faisait que de l'intraveineuse qui a fait, alors que finalement c'est pour des patients qui allaient avoir des comprimés, etc. Oui, moi je revenais sur le fait du module à 50 000 €. Je suis côté start-up. À 50 000 €, ce qu'on vous a vendu, en fait, c'est le développement du module. Voilà, alors là, je passe et là, pour le coup, c'est un peu le problème de l'institution, c'est-à-dire qu'on est 36 à développer effectivement des logiciels. Nous aussi, il faut qu'on arrive à financer le développement des logiciels, et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de moyens pour aider à porter le développement de ces technologies. Et c'est un problème institutionnel, c'est-à-dire que le module aurait été acheté par
je sais pas, je dis l'ARS comme ça, mais au moins il aurait été disponible pour tout le monde sur le GHT si vous voulez. Après, j'ai envie de dire, moi je suis côté start-up, ça c'est votre sauce. C'est le problème des effets de masse dont vous parliez au Canada. Voilà, s'il y a un effet de masse, bien sûr, c'est toujours c'est moins cher pour tout le monde. Bon, on va passer, madame, vous passez le micro. Bonjour, Annie Rambaud-Gontier, donc je suis directeur d'établissement hospitalier. Je suis manager de transition, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis en intermission. Je voudrais intervenir sur 2 ou 3 sujets. Le premier concernant GHT. Il faut juste savoir que le GHT, c'est un GHT public. Donc ça veut dire que le GHT exclut, sur un certain nombre de territoires, mais pas tous les établissements qui ne sont pas des établissements publics. J'ai été sur un territoire où le GHT excluait complètement les ESPIC et les établissements privés. Ce qui est un vrai problème, puisque en termes de coordination, et pour revenir à la coordination, eh bien en fait on perd toute une partie à la fois des hôpitaux et des établissements du territoire qui pourraient intervenir et qui pourraient contribuer à la coordination et qui en sont exclus. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai danger. C'est effectivement, je pense qu'on est en train de faire une médecine à 3 niveaux, même 2, je dirais, c'est-à-dire les publics, qui eux vont avoir un certain nombre de financements, qui avancent sur leurs projets, et les privés lucratifs. Et je pense que ceux qui vont effectivement mourir, ce sont les privés non lucratifs. C'est très dommage, puisqu'on sait que dans des pays, même comme aux États-Unis, il y a des établissements hospitaliers qui ont d'excellents, mais qui sont parmi les meilleurs du pays, et qui sont des privés non lucratifs. Donc je trouve ça vraiment très dommage, mais bon, c'est ainsi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant les CPTS. Je suis intervenue sur Vénissieux, donc à l'hôpital de Vénissieux, et c'est la première CPTS de France qui a été signée. Elle a été signée, oui, c'est le premier contrat qui a été signé en France. Je ne dis pas que c'est la première à cette mise en œuvre, et elle a été, mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle a été menée, en fait, par un médecin donc de l'IRPTS, qui est le docteur Bureau. Donc c'est la médecine de ville, en fait, qui s'est accaparée de la CPTS. Donc, ce qui est tout à fait normal, et ça va dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on quitte un peu l'hospitalocentrisme pour aller effectivement petit à petit vers une médecine qui revient vers le patient. Parce que ceux qui sont quand même, je dirais, au cœur et qui sont les plus proches du patient, c'est pas l'hôpital. L'hôpital, il est présent, mais dans une partie du parcours. Par contre, c'est bien la médecine de ville. Et moi, ce que j'ai constaté et je rejoins ce que vous avez dit, puisqu'on a constaté, on a fait un premier constat, les médecins de ville ne connaissaient pas les médecins hospitaliers, ils ne savaient pas quelles étaient mais ne connaissaient même pas les disciplines et les compétences en fait des médecins de l'hôpital. En fait, ce qu'on a défini, ces 2 choses, c'est effectivement qu'ils essaient de pouvoir se connaître. Et deuxième chose qui était très important, c'est des formations. On a décidé d'un programme de formation, à la fois pour les médecins et pour les infirmiers, pour les former à certaines techniques, pour les former dans certains domaines, et qui soient des formations, mais qui soient simples. C'est-à-dire, et la CPTS, je trouve qu'elle a le grand intérêt, c'est qu'on est sur un territoire, c'est un territoire de 60 000 à peu près habitants. En fait, il y a 180 ou 200 professionnels de santé, et il y a pratiquement 200 professionnels de santé qui adhèrent à la CPTS. Grand avantage sur ce territoire, c'est aussi pour ça que je prône un système, c'est messagerie sécurisée, tout le monde a la même, à la fois les professionnels de santé, puis c'est bon, s'y sera, les professionnels de santé et l'hôpital. Donc ça aussi permet d'énormément fluidifier les rapports. Donc moi je suis partisane pour des systèmes qui soient plutôt des systèmes nationaux comme vous le dites, parce que c'est la seule façon qu'on aura pour effectivement aujourd'hui permettre de coordonner et de faire des parcours qui seront plus pertinents. D'autres, merci beaucoup pour cette intervention. Finalement, ce n'était pas une question, c'était une intervention. Mais c'est pas grave, on ne vous en veut pas, c'était très intéressant. D'autres réactions dans la salle? Bon, je reviens un petit peu vers vous. Finalement, quand on parle de l'efficience et de l'information, moi je distinguerais la circulation de l'information, l'accessibilité de l'information et la compréhension de l'information par tous. Est-ce que vous adhérez à cette distinction et qui requiert en fait des réponses différentes ou pas?
Ça vous inspire pas, Si, moi je vais juste revenir sur le deuxième item qui est l'accessibilité. Parce que finalement ça a été évoqué, alors ça pose aussi des problèmes de responsabilité, de déontologie, de secret médical, ça a été évoqué aussi ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas encore les logiciels qui vont permettre d'intégrer l'ensemble des informations. On sait que dans le DMP on avait réfléchi à des niveaux d'accès potentiellement, alors aussi bien du patient pouvant choisir vis-à-vis de quel professionnel de santé il pouvait mettre à disposition telle ou telle information. C'est vrai que dans une lettre de sortie, l'information qui est nécessaire au kiné, à l'infirmier, au médecin n'est probablement pas la même, n'a pas le même niveau d'importance. Ce qui est certain, c'est que s'il y a une équipe, et une fois de plus, là on revient à cette coopération, à cette organisation des soins, parce que les gens ont l'habitude de se parler et de travailler ensemble, bien quelque part l'information, ils vont la partager. Donc c'est pour ça que nous voyons, et nous sommes vraiment URPS extrêmement investis dans le déploiement des CPTS. Il y a une vingtaine de CPTS sur la région qui sont déjà bien avancés, il y en a encore une vingtaine d'autres qui sont en train d'être élaborés. On croit vraiment à cette structuration parce que on voit que ça permet aussi d'ouvrir les discussions avec les hôpitaux, avec les établissements privés, de définir des parcours de soins, de définir des outils et de choisir en commun des outils. Alors oui, pour l'instant ils ne sont pas nationaux. C'est vrai qu'on s'en est plaint, nous, pendant très très longtemps, de dire mais comment ça se fait que les logiciels métiers qui sont mis à notre disposition et qui sont pourtant agréés, CESAM Vital, ne permettent pas d'intégrer toutes les informations de façon simple. Parce que là, ça a un coût, mais on demande souvent aux libéraux de payer directement l'évolution de leur logiciel. Quelque part, on estime que c'est pas normal. Si un logiciel est agréé, il devrait être interopérable, il devrait répondre à ces possibilités. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais je ne désespère pas. On a voilà, un certain nombre d'expériences qui nous montrent que ça commence à se mettre en place. Donc, fluidité, oui, bien sûr. L'accessibilité avec ses problèmes de responsabilité, potentiellement de secret médical. Donc ça, c'est un côté réglementaire. J'ai vu des avocats dans la salle, donc ça sera peut-être à eux qu'il faudra poser les questions pour cette évolution. Et puis, après, je crois que voilà, c'est un stockage aussi de ces informations et un accès simple. Alors on arrive bientôt à la fin de la table ronde, bientôt on va aller se restaurer. Je vous rappelle que le thème c'était une médecine plus efficiente. Alors pour conclure, je vais vous poser à chacun la même question. D'abord, c'est quoi une médecine plus efficiente? Une médecine qui soit mieux, c'est une médecine qui soit moins chère, c'est une médecine où on se parle mieux, enfin c'est un mélange de tout ça. Comment on mesure l'efficience à l'aune de chacun de vos métiers? Et ça c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, si vous aviez une chose à mettre en avant pour que cette médecine elle soit plus efficiente, qu'est-ce que ce serait? Qui répond en prompt? Allez, vous avez le micro, vous répondez en prompt. Voilà. Bon, je crois que la mesure phare, pour moi, ça reste les CPTS, avec quand même quelques inquiétudes qu'ils peuvent avoir sur le déploiement et surtout la pérennité du système, mais les CPTS parce que c'est un exemple pragmatique, c'est un exemple concret de mise en commun et d'utilisation des outils. L'efficience, c'est tout ce que vous avez dit, c'est être capable de trouver le meilleur soin le plus rapidement possible et pour le moindre coût. Et tout ça, ça va permettre justement de ne pas perdre de temps à chercher des rendez-vous, à faire des prises de rendez-vous en ligne qui soient efficaces. J'ai testé à titre personnel des prises de rendez-vous sur certains CHU. Le temps de trouver déjà la consultation qui correspondrait au bon praticien, je vous assure, je suis professionnel de santé, j'ai abandonné et je me suis dit je passe un coup de fil. Donc effectivement c'est aussi... Ça c'est du temps médical de perdu. Bien sûr, mais c'est aussi une fois de plus sur cet échange, cette remontée d'informations. On l'a eu sur les développements en PACA, sur justement les développements informatiques. Quelque chose était vraiment absent, c'était le retour d'expérience, c'est-à-dire le retour d'expérience client. C'est ce que vous avez fait dans votre établissement hospitalier, c'est de savoir finalement l'utilisateur, qu'il soit professionnel de santé ou qu'il soit patient, eh bien, il faut l'écouter. Quand il essaie de prendre rendez-vous et que ça ne marche pas, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est comme ça, en résolvant petit à petit tous ces problèmes que l'on peut entendre, qu'on aura une médecine plus efficiente. Alors moi, je ne saurais pas répondre aussi longuement de ça. Le constat que je fais en gériatrie, de mon côté, dans le territoire aptésien, il est très simple. Aujourd'hui, ce qu'on fait n'est pas efficient pour la bonne et simple raison qu'on le gère comme situation de rupture médicale ou sociale. Donc ça, c'est un gros constat d'échec. Et ce que je prônais, moi, depuis quelques années sur ce territoire-là, c'est de faire de manière très simple,
en géronto sur un échantillon de personnes, un diagnostic sanitaire, territorial, gérontologique. Voilà. Je crois que l'efficience, elle passe par là, et c'est la connaissance des problèmes, des maux de santé des personnes qu'on a à traiter. Alors moi, c'est dans l'avantage, hein, du vieillissement, et des réponses que doit apporter l'hôpital et la ville en fonction de ça. Cette lecture-là, on l'a plus. Hein, on travaille au pied levé, et donc aujourd'hui, de mon côté, le constat que je fais, c'est qu'on est dans un fonctionnement de rupture, et on fonctionne sur la rupture, et la rupture à venir. La prochaine sera l'autre, et celle-là, on l'a réglée, voilà, on continue comme ça. Voilà. L'efficience, ça peut être aussi le fait qu'un usager de la sécurité sociale peut trouver aujourd'hui, par le biais de la téléconsultation, de la téléexpertise, ou un médecin qui est joignable à Lille, ou je ne sais trop où, parce qu'il a besoin d'une consultation comme il la veut, et il la trouve. Ça peut être une efficience aussi. Voilà. Donc, pour moi, l'efficience, c'est un peu... Pour moi, l'efficience, donc ça va être surtout sur une prise en charge globale du patient, que ce soit du côté établissement et aussi bien en médecine de ville. Et pour ça, malheureusement, comme ça a été dit, on n'arrive pas à avoir des outils nationaux. Donc au niveau purement informatique, ça va être d'avoir de l'interopérabilité au maximum. Ceci dit, il y a de la structuration, il y a de plus en plus de normes. Maintenant, les outils doivent évoluer pour être compatibles avec ces normes, qui vont devenir de toute manière obligatoires dans les futures années. Donc, en tout cas, à minima, c'est de pouvoir échanger des informations et que ces informations-là puissent être intégrées, quels que soient les outils en face. Alors moi je reviendrai déjà sur le coût. En travaillant en cancérologie, le coût c'est difficile parce que nos médicaments coûtent de plus en plus cher. Par contre, j'entendais tout à l'heure, et c'était très intéressant, que réduire le coût des envois de courrier, vous avez dit 12 000 €, ben, ça fait 12 000 €, ça nous permet d'acheter autre chose, ça nous permet d'avoir des traitements supplémentaires. Et vous voulez récupérer l'envoi. C'est voilà, 12 000 €, ça y est, on a trouvé un moyen. On est tout le temps, c'est terrible parce qu'on est tout le temps. En fait, on veut créer des liens avec le patient, avec les professionnels de ville, mais il faut voir que c'est pas pour nous un avantage entre guillemets, c'est vraiment pour la qualité des soins, parce que nous ça nous coûte plus de personnel, ça nous coûte beaucoup d'achats, c'est vraiment parce qu'on veut que ça marche mieux. Donc après c'est l'accessibilité à nos traitements, à nos établissements qu'on veut augmenter, la recherche aussi, parce que les nouveaux médicaments, bah, c'est important que tout le monde puisse y avoir accès, et puis l'important c'est ces parcours de soins, mais les parcours de soins c'est pour le patient et entre les professionnels aussi de santé. Il faut que le parcours soit fluide, la ville, l'hôpital, c'est plus un patient, il n'est pas ou à l'hôpital ou en ville. Il est entre les deux, et entre les deux, il faut que ça marche entre nous et avec le patient. Mais bon, tout ça, c'est du travail. Alors pour moi, une médecine plus efficiente, bon, ben c'est assez simple, c'est une médecine qui coûte, qui répond à un besoin de santé, à un coût maîtrisé, qui soit soutenable par l'usager. Une fois que j'ai dit ça, ça répond pas complètement à la question. Ce qu'il y a, moi je suis convaincu à titre personnel qu'il faut que dans notre pays, on soit capable de faire des choix en assumant les conséquences des choix qu'on fait. Quand on fait un choix d'aller dans une direction, il y a des effets pervers de la direction qu'on a choisie, mais on l'assume. Est-ce que le financement de toutes les solutions qui sont appelées par les uns et les autres passe par la fermeture d'une maternité dans un territoire qui ne fait que 150 accouchements et qui pose des problèmes graves de santé publique? C'est un sujet. Par la fermeture d'un bloc dans telle ou telle structure, alors qu'il y en a un à 15 minutes en voiture, qui peut offrir les conditions de sécurité. C'est vraiment des choix que d'autres pays ont fait. Vous allez dans certains pays, ça peut être même caricatural, vous allez dans certains pays, on dit la sonde de double J ou la prothèse totale blanche, on n'a fait plus à 95 ans. C'est un choix. Au Royaume-Uni, le National Health Institute, c'est son travail, fait ces choix-là. Et en France, on n'a pas fait ces choix-là aujourd'hui. Et c'est un sujet quelque part d'inquiétude pour moi. Sur ma casquette directeur des systèmes d'information, on a un foisonnement d'idées, on a des industriels qui sont productifs, qui arrivent à inventer des solutions extrêmement innovantes et qui répondent à des besoins ici ou là. Mais quel est le sujet de la coordination de cette affaire? Moi, je suis très inquiet à l'avenir pour les 10-15 prochaines années qui arrivent. Notre métier est passionnant. Moi, je m'épanouis tous les jours à répondre à des besoins d'utilisateurs en interne, mais je réponds aux besoins du docteur Untel, qui a une très bonne idée. Ensuite, demain, je réponds aux besoins du docteur Untel, qui a une très bonne idée. Mais quelle est la coordination de tout ça? C'est une difficulté. Et on parlait tout à l'heure de la solution qui pourrait venir des pouvoirs publics avec un cahier des charges national structuré. Aujourd'hui, je vois que ces cahiers des charges, ils existent, en tout cas, il y a des travaux qui sont faits, qui parlent d'Exasile Santé, qui parlent des grades au niveau des régions, mais à la fin des fins, tout ça ne se parle pas beaucoup. Tout ça ne se parle pas beaucoup, et je ne crains qu'on se retrouve dans 10 ans
avec telle ou telle solution technologique. Donc la télémédecine pour la dermato avec telle solution technologique, la télémédecine pour la cardiologie avec telle solution technologique, et puis à la fin des fins, que personne ne s'y retrouve. C'est comme votre PC à la maison, vous commencez à classer des fichiers partout, et puis quand vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Et demain, je pense que le risque, si à un moment donné, on ne se pose pas la question de fond sur l'interopérabilité, l'urbanisation structurée, maîtrisée de toutes les solutions technologiques qu'on déploie, je ne crains qu'à la fin, on soit contre-productif sur cette relation ville-hôpital, pour laquelle l'objectif était louable de l'améliorer grâce au système d'information. Écoutez, c'est sur cette conclusion qu'on va finir cette table ronde. Moi, je retiens... arrêtez 2 secondes encore. Je sais que vous avez tous faim. Moi, je retiens une chose qui est très très importante, c'est cette histoire de choix et de cap, finalement. C'est-à-dire que tout le monde a beaucoup d'initiatives et beaucoup de bonnes idées et beaucoup de bonne volonté. Maintenant, il faut que tout ça, ça rentre dans un cap général. Je vous rappellerai que quand il y a eu le grand débat proposé par le président Macron était structuré autour de 4 thèmes et que la santé était absente de ce grand débat, et que par contre 30% des contributions spontanées des gens touchaient la santé dans le grand débat. Ça veut dire que les gens, nous tous, tout le monde, on s'intéresse à la santé. Je pense que ce choix, il doit être tranché politiquement. Ça fait partie d'un grand débat national autour de la santé. Quelle santé on veut? Vous parliez des Anglais qui, à partir d'un certain âge, ont fait le choix de plus soigner telle ou telle pathologie. Est-ce qu'on veut une santé humaniste? Est-ce qu'on veut une santé comptable? Est-ce qu'on veut une santé efficiente, qui est un mélange entre les deux? Je pense que le débat mérite d'être posé. C'est, en tout cas, voilà, on a commencé à en parler un petit peu. Je vous remercie Rodrigue Alexander, Dr Anne Cresson, Pauline Lemoine, Pierre-Yves Navarro et Laurent Sacomano.